Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans l'épicerie fine. Cette semaine, je vous emmène dans la Beauce, territoire des céréales, mais pas que, et je vous retrouve après pour une recette. Au programme de cet épisode dans la Beauce, nous irons à la rencontre de Romain Lopiteau, producteur de céréales bio, puis de Claire Genova et des maraîchers des jardins d'insertion Solibio. Dans Histoire de, place à la gourmandise avec le Pithiviers. Benoît Allard nous guidera ensuite sur les pelouses sèches et grands marais de Bonville. On finira avec le guide hédoniste et bien sûr la recette de Guy Martin, boulgour en risotto à la citronnelle et poêlée de solilès. Et on commence tout de suite par itinéraire paysan. La Beauce, région naturelle de la France, s'étend sur 5 départements, dont plus de la moitié en Eure-et-Loir. La plaine de Beauce est une vaste étendue calcaire, aux horizons lointains. Sa terre argileuse et naturellement irriguée a fait d'elle l'une des plus riches régions agricoles françaises. Si la zone est spécialisée dans plusieurs cultures spéculatives à haut rendement, depuis quelques années, certaines fermes se tournent vers des valeurs plus en harmonie avec la nature. Dans les villages vauvéens, une exploitation associative a mis en place du maraîchage biologique sur plus de 50 variétés de cultures. À Néron, la ferme de la famille Lopiteau s'est convertie dès 1978 à l'agriculture biologique, faisant d'elle l'une des pionnières de la région. Aujourd'hui, Romain Lopiteau savoure ses terres. C'est une région avec des bonnes terres, avec de l'irrigation. La Beauce, on dit que c'est un peu le grenier à blé de la France. Cet après-midi, Romain doit s'assurer que son blé est bien prêt pour le grand jour. On fait ce que fait la moissonneuse, donc on bat le blé. Et après, on souffle. Voilà. Et s'il est croquant, là, on peut le récolter sans problème, il se conservera très bien. Mon grand-père, lui, il a racheté la ferme dans les années 70 et mon père s'est installé en 78. Et c'est mon père qui a converti l'exploitation en bio. À l'époque, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment de marché bio en France. En 2007, quand je me suis installé, j'ai repassé la moitié de l'exploitation en agriculture conventionnelle pour des raisons économiques. Et puis petit à petit, je suis repassé 100% en bio, malgré le fait qu'il y avait des très bons rendements. C'était assez simple, les pesticides étaient hyper efficaces, mais j'ai quand même préféré peut-être la solution un peu plus compliquée, un peu plus complexe, mais qui pour moi est plus en harmonie avec la nature, avec la préservation de la qualité de l'eau, avec de la vie du sol. Et du coup, c'est un système qu'il faut réussir à équilibrer. Trouver l'équilibre en bio, c'est également une savante association de différentes variétés de blé. On a des blés qui sont très hauts, des blés qui sont très courts, des blés qui sont barbus, des blés qui sont plus foncés, comme cette variété-là. Donc on a 5-6 variétés comme ça en mélange. Et le but, c'est en fonction de l'année climatique, il y a des variétés qui vont mieux s'adapter que d'autres. Ça donne un ensemble plus résistant vis-à-vis des ravageurs, vis-à-vis des maladies, et les rendements sont plus constants. C'est un mélange de variétés qui est adapté au terroir d'ici, qui est aussi est très intéressant pour la farine. De retour à la ferme, Romain doit mettre son blé dans une cellule de stockage. Mais afin de dissuader tout insecte de s'y développer, il le refroidit. Pour refroidir le blé dans une cellule comme celle-ci, on utilise un gros ventilateur et on injecte de l'air dans le tas de blé. Donc on va essayer de le refroidir par palier quand les températures extérieures sont plus fraîches. Donc en ce moment, on va faire fonctionner ça la nuit. Et puis après, on fera ça au mois de septembre, et puis novembre, et puis décembre. 90% du blé récolté est vendu via une coopérative en filière longue et 10% est transformé sur place pour la vente en direct à la ferme.
C'est important, je trouve, d'avoir le retour direct des consommateurs. Et après, c'est aussi pour sécuriser le prix de vente. Si demain, le prix du blé bio vient à baisser, le prix de messager de farine, il ne baissera pas dans les mêmes proportions. Donc ça apporte un peu une sécurité à la ferme. Pour Romain, le choix de l'agriculture bio, c'est également une manière de faire du local à grande échelle et de se mettre à l'abri des fluctuations des cours mondiaux du prix du blé. Là, tu viens bien au milieu. En bio, je suis plus confiant qu'en conventionnel par rapport au marché. Parce qu'en conventionnel, on n'a aucune maîtrise des prix, des cours. Alors qu'en bio, on est sur un marché national, un marché français. Et les prix sont très stables. En ce moment, ils sont plutôt élevés parce qu'il y a une demande très forte de la part des consommateurs. Mais on est sur un prix beaucoup plus local qu'en conventionnel. 50 km plus au sud, le jardin Solibio fait également le pari de la culture biologique, tout en y intégrant de l'insertion sociale. Un projet associatif né il y a 10 ans, piloté aujourd'hui par Claire Genova, sa directrice, dont l'engagement ne fait nul doute. Goûtez donc ça. C'est bon? Très bon. Tant mieux. Ici sont cultivées une cinquantaine de variétés de légumes. Les différentes phases dans leur cycle de production nécessitent des techniques précises d'entretien que les maraîchers novices doivent tous apprendre. Cindy, l'un des 2 encadrants, transmet aujourd'hui la technique du taillage des gourmands à son apprenti. Donc tu t'enlèves les gourmands. Donc tu vois, c'est entre la tige et la feuille, comme ça. Ok, celui-là aussi, les petits, s'ils deviennent grands. En dessous des tomates, mais ceux qui sont au-dessus, tu ne touches pas. Comme on est en bio, on fait quand même une grosse partie à la main et du coup, il y a beaucoup de préparation avant, en amont, pour arriver à la récolte. Du taillage des gourmands au désherbage, les légumes du jardin requièrent beaucoup de petits soins manuels avant d'aboutir au stade de la récolte, elle aussi, faite à la main et en plusieurs fois. Il faut bien passer surtout. Même dans le premier rang, on va repasser. Jérôme, le spécialiste des cycles des récoltes et également encadrant des maraîchers, pilote aujourd'hui la récolte des échalotes. Donc en fait, on nettoie les échalotes, on enlève la queue des échalotes, on enlève la première enveloppe des échalotes pour qu'en fait, ils ne pourrissent pas et ils puissent bien se garder pendant tout l'hiver. Ouais, toute l'enveloppe qui s'en va, Nicolas, il faut l'enlever. Hein? Ouais, voilà. Les maraîchers en insertion sont présents sur le jardin pour une période pouvant aller jusqu'à 2 ans, un temps parfois nécessaire pour les accompagner dans leur reconstruction professionnelle. C'est une valeur essentielle de notre projet social, travailler sur la question de la précarité en milieu rural. Donc voilà, on est au milieu de nulle part et c'est très volontaire. Donc actuellement, nous avons 22 maraîchers qui sont en contrat. Depuis la création du jardin, il y a environ 200 personnes qui sont parties. Il y a un accompagnement qui se déroule en plusieurs phases. Le recrutement lui-même se fait sur l'unique base de la motivation, l'envie de s'en sortir. Tu vas doucement, tranquille. En pluie, ouais, un peu plus haut. Bruno, fais un petit peu plus haut pour que ça arrose bien. Faut pas que ça tape sur le semis. Voilà, comme ça. Lorsque des maraîchers arrivent ici au jardin, nous devons les former sur tous les postes que nous avons ici dans le processus de production. Et ça va vraiment de la graine à l'assiette. Nous allons sur tout ce qui est soins aux cultures, récolte, préparation des paniers et jusqu'à la livraison. Nous avons l'enjeu très important de les faire monter aussi en compétences. Donc c'est super. Voilà, donc là tu peux aller couper l'eau. Les encadrants, pour eux, ce n'est pas facile du tout parce que les personnes qui arrivent ici n'ont pas de compétences particulières en maraîchage et quand ils sont bons, ils s'en vont. Ce qui veut dire que 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Pour eux, c'est vraiment très demandeur et cela demande des compétences à la fois techniques et humaines. Donc je dirais un grand écart entre ce qu'ils sont et l'empathie qu'ils peuvent mettre dans l'accompagnement des personnes qui sont ici.
Dans la ferme de Romain Lopiteau, le cycle du vivant demande également beaucoup de patience. Après la moisson et l'entretien des champs de maïs, place maintenant aux petits plants de haricots verts qui demandent une attention précise. Donc là, on est dans la parcelle de haricots verts. Et actuellement, là, on bine. Donc je suis en train de régler la bineuse. Il faut être le plus précis possible pour, avec la bineuse, approcher le plus possible des rangs de haricots verts. Parce que voilà, toutes les mauvaises herbes qui vont être coupées par la bineuse, ça sera du travail manuel à faire en moins. Après le passage de bineuse, là, on va faire appel à de la main-d'œuvre pour venir désherber manuellement. Parmi les aléas du travail de Romain, un matériel d'entretien emprunté, pas toujours docile et qu'il faut surveiller de près. On ne peut pas avoir tout le matériel pour toutes les cultures, donc on s'échange du matériel et c'est jamais exactement les mêmes réglages. Quelques semaines auparavant, on avait biné la parcelle de betteraves sucrières qui se trouve juste à côté, avec une autre bineuse, avec d'autres réglages. Voilà, il y a toujours plein d'outils différents qui sont utilisés pour toutes les cultures présentes sur l'exploitation. L'intérêt d'avoir plusieurs cultures, c'est pour étaler la rotation, pour avoir une grande diversité de cultures. C'est pour casser le cycle des mauvaises herbes, c'est pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En agriculture biologique, il y a régulièrement des cultures où c'est un échec, du coup ça répartit les risques. La multiplication des cultures, c'est pour Romain également une manière de percer les secrets des cycles de la terre et des plantes afin de les respecter et de vivre en harmonie avec elles. Au jardin Solibio, on chérit également la philosophie du circuit court. Aujourd'hui, on prépare les récoltes de façon artisanale pour la vente. Lavage soigneux, organisation sophistiquée de la composition des paniers légumes. Et courgettes à la place des aubergines. Mais si, on a du poivron aussi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça va changer un peu. Et enfin, l'élaboration des paniers avec les maraîchers en insertion. Et regarde, Mickaël, ça tu peux pas le mettre, il faut que tu fasses gaffe quand même quand tu fais les pommes de terre. Nous sommes inscrits dans une démarche de circuit court. Les légumes que nous récoltons sont livrés aux adhérents de l'association sous forme de paniers de légumes hebdomadaires. Pour nous, il est absolument essentiel d'avoir cette ambition et cet objectif de beau et bon. Dans l'association, nous avons environ 200-230 adhérents. Ces adhérents, même s'ils ne sont pas tous complètement engagés dans le projet de l'association, on peut tous les qualifier de consommateurs. C'est un terme qui a été créé, je pense, par le réseau de Cocagne auquel on appartient et qui traduit le fait que par nos actes d'achat, nous sommes vraiment acteurs de notre consommation. Et ce terme trouve ici tout son sens, en particulier pour les personnes qui vont jusqu'à venir chercher leur panier ici au jardin et qui démontrent par là un engagement tout particulier. Aujourd'hui, eh bien écoute, donc 2 pâtissons. Oui. Avec des couleurs différentes. Ouais, ça va agrémenter ma cuisine. Absolument. Bah, a priori, pour moi, ça a le même goût, hein, mais tu me diras. Ensuite, dans la série du plus lourd que je mets au fond du panier pour pas l'abîmer, la petite pomme de terre nouvelle. D'accord. De la graine à l'assiette, la démarche sociale de l'association a un sens très particulier pour Claire. Merci. Bonne dégustation. Je suis persuadée que de mettre les gens dans le cycle du vivant, de la graine à l'assiette, et avec cette impression de donner à manger aux gens, c'est reconstructeur. Nourrir les autres tout en respectant la terre, pour les maraîchers de Solibio comme pour Romain Lopiteau, c'est une manière de réintégrer le cycle du vivant. Dans Histoire de, le Pithiviers nous raconte celle d'une partie de la Beauce. Le Pithiviers est un gâteau de pâte feuilletée garni d'une crème d'amande. Il tient son nom d'une petite ville du Loiret, située aux confins de la Beauce et du Gâtinais. Cette zone fut longtemps un lieu d'échange des céréales avec les pays voisins, et c'est grâce aux amandes laissées par les commerçants romains que le Pithiviers fut créé. Le Pithiviers fondant, le plus ancien, est alors recouvert d'une pâte glacée et décoré de fruits confits.
L'invention du feuilletage au XVIIIe siècle donne ensuite naissance au pitivier feuilleté, le plus connu des deux désormais et ressemblant à la galette des rois. Fondant ou feuilleté, le pitivier nécessite la même cuisson et les mêmes ingrédients. Un mélange d'amandes finement broyées, de sucre semoule, de beurre ramolli, d'œufs, de vanille en poudre et de rhum. Depuis 1983, une confrérie du pitivier assure sa promotion et récompense annuellement le meilleur d'entre eux. De quoi apprécier toutes les saveurs de ce gâteau qui se sert idéalement tiède. Chaque terroir recèle des milieux avec des particularités bien spécifiques. Dans l'écologie en action, partons sur deux espaces naturels sensibles d'Eure-et-Loir. Aux côtés de ces vastes champs de culture, la Beauce tente de préserver environ 150 sites d'intérêt environnemental. Si certains d'entre eux sont d'anciennes terres agricoles abandonnées, d'autres n'ont jamais été touchés par l'homme. Dans la commune d'Onoblerie-Saint-Symphorien, sur l'ancienne cour de la Voise, un boisement marécageux s'est créé au fil du temps. Un milieu rare dans la région que Benoît Allard, responsable départemental du Conservatoire d'espaces naturels, est chargé de préserver. Présent sur le site des Grands Marais, ce matin, Benoît effectue un point de contrôle. La spécificité du site par rapport à d'autres secteurs de la vallée, on a gardé globalement un habitat plutôt naturel et sans intervention humaine historique. On a globalement trois types de milieux naturels, des mares plus ou moins temporaires, une prairie et puis un boisement qui occupe la quasi-intégralité du site qui fait 11 hectares. On a des opérations différentes sur chaque milieu. Sur la mare, l'objectif c'est de les maintenir en eau suffisamment pour favoriser la reproduction des amphibiens et d'un certain nombre d'insectes comme les libellules. Au niveau de la prairie, on est sur un milieu qui nécessite là aussi une intervention, donc on est sur un broyage qui se fait à peu près tous les 2 ans. Et puis ensuite, au niveau du boisement, on décide de ne pas intervenir pour permettre au boisement de vieillir tranquillement et de s'auto-gérer finalement. Parmi les habitats naturels présents sur le site, abritant différentes espèces, on trouve également la cladiée, aujourd'hui menacée de disparition en Europe. La cladie est composée quasiment uniquement de Cladium mariscus, qui est donc le marisque. Aussi une grande plante, vous voyez, elle fait presque 2 mètres, et surtout caractérisée par une feuille qui est extrêmement coupante au niveau des bords de la feuille. J'ai comme des petites dents le long de la tige. Alors ces zones humides jouent un rôle extrêmement important en termes de qualité et quantité d'eau. C'est-à-dire que l'eau qui va traverser ces milieux va être filtrée par les plantes qui vont en capter une partie des éléments présents dans l'eau. La problématique globale de pollution de l'eau est liée à un certain nombre d'activités humaines historiques. Voilà, donc du coup, naturellement, tous les effluents finissent finalement dans la rivière. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir des milieux naturels proches du cours d'eau qui permettent du coup de jouer ce rôle de filtre fait que l'eau qui ressort du marais est finalement de meilleure qualité que quand elle y est entrée. Dans le prolongement du même coteau, Benoît doit maintenant se rendre aux pelouses sèches de Bonville, l'un des derniers milieux ouverts secs sous sa direction. Un site toujours existant grâce à M. Guyot, un agriculteur voisin sollicité pour y mettre ses moutons en pâture afin d'en conserver l'écosystème. Bonjour Patrice, tu vas bien? Ça va, ça va. Et le retour des brebis du coup? Oui, on les a remis sur le site ce matin. On est ici sur une pelouse sèche calcicole, c'est-à-dire qu'on est sur un milieu qui est très très rare en termes de végétation et on a un sol qui est très très pauvre et très très faible. Donc un milieu qui est du coup plutôt aride avec du coup un enjeu très très fort en termes de biodiversité et notamment en termes de botanique et d'enjeux floristiques. Donc sur ces sites, en général, on essaie de mettre en place une gestion qui soit à la fois la plus écologique possible. On a 2 options, l'intervention avec du coup des engins mécaniques ou l'intervention avec les animaux. Et du coup, c'est vrai qu'économiquement et écologiquement, l'intervention des animaux est beaucoup plus intéressante. Ça nous permet du coup de gérer de façon beaucoup plus douce ce milieu naturel. Allez. On avait besoin un peu d'espace pour les animaux de réforme. Finalement, on a trouvé que l'idée d'avoir un site comme ça pour mettre les animaux, c'était intéressant pour nous comme pour notre partenaire. Mais déjà, il y a eu pas mal de changements là, depuis déjà l'année dernière avec la mise en place du pâturage. Oui, c'est vrai.
Donc là, on arrive sur une zone qui est un peu plus ouverte et dans laquelle on retrouve les espèces caractéristiques des pelouses. Alors on a des orchidées sauvages qui sont présentes sur le site et on retrouve encore une plante qui est celle-là, le plèvre en faux. On est sur une espèce qui est en limite d'aire de répartition et probablement sur le site sur lequel il y a la plus grosse densité. Juste à côté du buis-plèvre, on retrouve le cornouiller sanguin qui est plutôt un arbuste. Alors là, il est vraiment du coup très réduit en termes de taille. Les moutons vont venir pâturer et limiter le développement des arbustes pour permettre à toutes ces espèces qui ont besoin de lumière de se développer de façon plus importante. Le travail de préservation des sites naturels permet le maintien en équilibre de leur écosystème. L'intervention douce sur les pelouses sèches comme celle de Bonville donne également à une diversité d'insectes tels des papillons et des criquets la sensation d'être invités à s'y installer et de prolonger ainsi le bon fonctionnement des écosystèmes. Pour finir, voici quelques suggestions pour découvrir le patrimoine de la Beauce. À Chieur-au-Bois se dresse le château de Chamerolles. Érigé dans un style Renaissance entre 1500 et 1530 par Lancelot du Lac, le domaine est désormais la propriété du département. Il est étroitement lié à l'industrie du parfum et retrace les senteurs du XVIe siècle à aujourd'hui le long de sa promenade des parfums. La commune d'Yèvres-le-Châtel détient un patrimoine historique remarquable avec sa forteresse médiévale. Bâtie au XIIIe siècle sous le règne de Philippe Auguste, ses remparts et son châtelet s'imposent toujours dans le paysage. Et à son sommet, vous pourrez profiter d'une vue à 360 degrés sur la région. La ville d'Illiers-Combray, anciennement Illiers, doit son nom à Marcel Proust, qui l'a décrite sous le nom de Combray dans À la recherche du temps perdu. Partez sur les traces de l'écrivain en sillonnant la ville où il passait ses vacances chez la fameuse tante Léonie. À Chartres, la réputation de la cathédrale gothique n'est plus à faire. Première classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle doit sa renommée à ses nombreuses richesses architecturales, les sculptures et statues qui composent ses 3 portails et son ensemble de vitraux, le plus grand du monde. Cette virée gourmande se termine avec une recette inspirée par la Beauce chez le chef Guy Martin. Aujourd'hui, je vous concocte du boulgour de risotto à la citronnelle et poêlé de solilès. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 250 g de boulgour fin, 100 g de citronnelle en bâton, 3 cébettes, 300 g de solilès, 60 g de beurre, du sel fin, du poivre du moulin, 1 g de curcuma, 150 g de lait de coco non sucré, 30 g d'huile d'olive, un oignon, un concombre, un poivron rouge, une mangue. Émincez la citronnelle et le blanc des cébettes. Conservez le verre pour le dressage. Dans une casserole, portez 1,5 litre d'eau à ébullition avec la citronnelle bâton et le blanc des cébettes émincé. Laissez infuser une quinzaine de minutes, puis passez au chinois. Couvrir la casserole d'un couvercle afin que l'infusion soit plus haute en couleur. Ciseler l'oignon et le faire suer à l'huile d'olive 2 minutes sans coloration. Nacrez le boulgour pour qu'il devienne translucide. Cuire comme un risotto. Mouillez régulièrement avec le bouillon à la citronnelle et cébettes, tout en remuant. Puis ajoutez le curcuma. Le gingembre et le curcuma, c'est un mariage heureux. Vous pouvez rajouter dans cette recette une petite pointe de gingembre râpé, si possible, à la dernière minute. En fin de cuisson, ajoutez l'eau de coco et donnez une bonne ébullition. Nettoyez les solilès, ôtez le surplus de gras. À défaut de solilès, vous pouvez bien sûr utiliser le même pois, par exemple en blanc de volaille ou en viande blanche, comme une escalope de veau. Mettre à chauffer une poêle avec l'huile d'olive, ajoutez le beurre. Quand le beurre est bien mousseux, mettez les solilès, assaisonnez de sel fin et de poivre du moulin. Laissez cuire environ 5 minutes. Réservez. Épluchez et épépinez le concombre, le poivron rouge, puis les coupez en dés de 5 mm environ. Épluchez et taillez la chair de la mangue en dés de 5 mm environ.
Émincez le verre des cébettes en biais pour la décoration. Pour le dressage, mélangez le boulgour avec la moitié des légumes et de la mangue coupée en dés. Garnir de ce mélange un cercle de 8 cm de diamètre au fond d'une assiette creuse. Déposez les solilès. Ajoutez dessus le reste des légumes et le verre des cébettes pour la décoration. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.